La jeune Robin Bishop, 23 ans, était partie de Las Vegas pour rendre visite à un ami à Los Angeles. Robin espérait devenir une actrice. Son ami lui dit que si elle était vraiment décidée, qu'elle devrait songer à venir vivre à Los Angeles. Robin reprit le chemin de Las Vegas pour organiser son déménagement. Elle était excitée des changements qui s'annonçaient. À Barstow, en Californie, elle s'arrêta pour appeler sa mère et manger un sandwich. En retournant à sa voiture, le patrouilleur George Gwaltney la remarqua. Cet agent de police respecté de ses collègues et de ses amis avait en fait un passé trouble. Il arrêtait les femmes pour excès de vitesse. Si elles acceptaient de répondre à ses avances, il leur promettait de ne pas leur donner de contravention. C'est ce qui arriva ce soir du 11 janvier 1982. Il mémorisa la marque et le modèle de la voiture de la jeune femme. Il remarqua également qu'elle avait une plaque d'immatriculation du Nevada. Puis, Gwaltney aperçut un garçon du quartier qu'il connaissait. Ce dernier pourrait lui servir d'alibi. Il fit monter Preston Olson à bord de sa voiture et lui offrit de le raccompagner chez lui. Il déposa Preston et salua ses parents. Maintenant, la jeune femme qu'il avait aperçue était sûrement sortie de la ville. Il prit la direction du Nevada par l'autoroute 15. Cette autoroute était moins achalandée qu'à l'habitude. Il rattrapa la jeune femme à l'est de Barstow. Il alluma son gyrophare et sa sirène pour qu'elle se range sur le côté de la route. Robin Bishop avait eu plusieurs contraventions pour excès de vitesse. Elle finissait son année de probation et avait reçu un avertissement. Au prochain excès de vitesse, on lui retirerait son permis. Sans voiture ni permis de conduire, Robin aurait du mal à devenir actrice à Los Angeles. Elle laissa ses clés dans le contact et son sac à main dans la voiture. Robin était sans doute surprise qu'on lui demande de monter dans la voiture de patrouille, mais elle obtempéra. Malheureusement, Gwaltney avait d'autres projets que celui de lui donner une contravention. Il l'empêcha de bouger pendant qu'il lui passait les menottes. Il la fit ensuite asseoir sur la banquette arrière. La jeune femme était sans doute effrayée et confuse. Pourquoi l'agent l'avait-il menottée et où la conduisait-il? Gwaltney retourna à la voiture de la jeune femme pour prendre son sac à main. Au même moment, un automobiliste le croisa. Gwaltney saisit le sac à main, retourna à sa voiture et partit, laissant l'automobile de la jeune femme sur l'accotement de l'autoroute. Il en sortit par une bretelle qui donnait accès à une voie rarement utilisée. Cette voie était parallèle à l'autoroute. Il avait l'habitude de l'emprunter quand il avait une pause. De ce poste d'observation isolé, il pouvait voir 120 mètres d'autoroute dans toutes les directions. Après avoir menacé Robin de lui confisquer son permis de conduire et de la faire emprisonner, il la viola. Quand il eut terminé, il appela le poste de police pour signaler la présence d'une voiture abandonnée sur l'autoroute. Il savait qu'un automobiliste l'avait vu s'approcher de la voiture de Robin. Ensuite, il conduisit sur la voie d'accès pour se rapprocher de la voiture de Robin. Il lui retira ses menottes et la fit descendre de la voiture de patrouille. Pour Gwaltney, le plan marchait comme sur des roulettes. Il avait obtenu ce qu'il désirait et il s'apprêtait à la laisser partir. Mais au moment où, assise au sol, elle allait remettre ses bottes, quelque chose se produisit. Maintenant qu'il l'avait relâché, peut-être la colère remplaça-t-elle la crainte. Peut-être le menaça-t-elle de le dénoncer. Son frère était procureur au Nevada. Ce serait sa parole contre celle du patrouilleur. Puis, alors que l'agent était debout contre sa voiture, il fut soudain éclairé par le projecteur de l'auto d'un policier qui passait. Ce policier avait sans doute aperçu la voiture de Gwaltney de l'autoroute. Gwaltney ignorait s'il avait été reconnu. Tout d'un coup, les menaces de Robin semblèrent de plus en plus vraisemblables. Comment pourrait-il expliquer qu'il se trouvait sur cette voie d'accès? Pris de panique, l'agent George Gwaltney décida de faire taire Robin à jamais. Il était maintenant trop tard pour revenir en arrière. Gwaltney mit rapidement un plan au point. Il communiqua avec le poste de police et rapporta avoir trouvé un corps, possiblement la victime d'un suicide. Il savait qu'il ne disposait que de quelques minutes avant l'arrivée des agents. Il fouilla sous la tête de la jeune fille pour retrouver le projectile qui l'avait tuée. Si cet indice tombait entre les mains des autorités, il serait à coup sûr fini. Malheureusement, la balle n'était pas ressortie. Le détective Milt Rose de la police de San Bernardino fut envoyé sur les lieux pour enquêter au sujet du corps découvert par l'agent Gwaltney. En route vers la scène du crime, le répartiteur du poste de police lui demanda d'examiner la voiture abandonnée en même temps. Comme le corps était à une courte distance de la voie d'accès, il y avait tout lieu de croire que le véhicule et le corps étaient reliés. Il n'y avait aucun signe évident d'un quelconque problème mécanique. Les pneus étaient tous en bonne condition. Le véhicule était en parfait état de fonctionnement. La clé était dans le contact. Je ne comprenais pas pourquoi le véhicule se trouvait à cet endroit. L'agent Gwaltney avait eu le temps de retrouver son calme. Il décrivit comment il avait retrouvé la victime. Il avait pris son pouls et fouillé dans son sac à main pour trouver ses pièces d'identité. Le nom inscrit sur le permis de conduire était Robin Bishop. Elle était la propriétaire du véhicule abandonné découvert un peu plus tôt. L'agent Gwaltney déclara qu'il croyait à l'hypothèse d'un suicide, mais le détective Rose élimina immédiatement cette possibilité. La victime avait reçu un projectile à la nuque à bout portant. Puis elle avait été déplacée. À environ 7 cm de sa tête, il y avait une traînée de sang sur le sol. À n'en pas douter, il s'agissait d'un homicide.
Le sol était humide à cause de récentes averses. On pouvait aisément discerner les empreintes de pneus et des chaussures de Gwaltney. Le premier agent arrivé sur la scène critiqua Gwaltney pour le grand nombre d'empreintes qu'il avait laissées. La scène du crime avait été contaminée. Contrairement à son habitude, l'agent Gwaltney avait fait preuve de négligence. En effectuant un examen plus poussé, j'ai remarqué des marques sur les poignets de la victime. Les policiers ont l'habitude de ce genre de blessures. 2 marques minces sur le dessus des poignets et une autre en dessous. Ce sont les marques que laissent des menottes. En examinant le contenu du sac à main de la jeune femme, Rose remarqua qu'on ne lui avait rien volé. Cependant, ses papiers d'identité étaient sur le dessus, comme si elle avait dû les montrer à quelqu'un et les remettre rapidement dans son sac. Un policier, ou du moins quelqu'un qui se faisait passer pour un représentant de la loi, était impliqué dans cet homicide. Il n'y avait sur la scène du crime que des amis ou des collègues de Gwaltney. À ce stade-ci, personne ne croyait qu'il était impliqué dans ce crime. On pratiqua une autopsie. Les résultats confirmèrent que la victime avait été déplacée légèrement après le coup de feu et que les blessures à ses poignets avaient été causées par des menottes. La balle meurtrière était restée coincée dans la mâchoire de Robin. Elle était du même calibre que celui des balles utilisées par la police, mais d'une marque différente. L'autopsie permit également de déterminer que la victime avait eu une relation sexuelle dans les 24 heures avant sa mort, mais rien n'indiquait qu'elle avait été violée. La première chose que nous devions faire, c'était d'éliminer de notre liste toutes les personnes qui s'étaient trouvées près de la scène du crime. Pour déjouer les policiers, Gwaltney devait toujours avoir une longueur d'avance sur eux. Lorsqu'il termina son quart de travail, il s'empressa de retirer le canon de son revolver. C'eût été la preuve formelle de son implication dans le meurtre. Gwaltney savait par expérience que le canon avait laissé des marques identifiables sur le projectile qui avait tué Robin Bishop. Le lendemain matin, il se rendit chez un armurier pour s'acheter un nouveau canon. Ainsi, les experts en balistique ne pourraient prouver sa culpabilité en analysant son arme. Mais la pièce n'était pas en stock et devait être commandée. Gwaltney fit ensuite nettoyer son uniforme et il apporta son holster pour le faire reteindre. Il ne lui restait plus qu'à essayer de gagner du temps en espérant que l'armurier reçoive le canon au plus vite. À Barstow, Rose organisa une réunion entre les divers services de police pour discuter de l'enquête. Il demanda à tous les agents en service au moment du meurtre de remettre leurs armes au service balistique afin qu'on puisse procéder aux analyses et les éliminer de la liste des suspects potentiels. Gwaltney était présent à la réunion lorsqu'il apprit que la balle avait été retrouvée. En fin de journée, il était le seul agent à n'avoir pas encore remis son arme à feu. Les détectives se rendirent chez lui pour la lui demander. Gwaltney revint les mains vides. Il leur dit que sa maison avait sans doute été cambriolée. L'arme avait disparu. Les déclarations de l'agent étaient suspectes, mais comme Gwaltney était un policier respecté, le détective Brian English du service de police de San Bernardino était enclin à le croire. J'avais une certaine empathie pour lui. Nous tentions en fait de l'éliminer de la liste des suspects. Pour nous, c'était un criminel qui avait commis ce meurtre, pas un policier. Gwaltney accepta de se rendre au quartier général pour y subir un interrogatoire. Les détectives fouillèrent également son casier, mais son arme à feu n'y était pas. 2 jours s'étaient écoulés depuis le meurtre de Robin Bishop. L'arme manquante de Gwaltney et son comportement étrange avaient éveillé les soupçons des enquêteurs. On lut à l'agent ses droits constitutionnels. Il était le suspect principal dans cette affaire de meurtre, mais il n'y avait cependant pas assez d'indices pour procéder à son arrestation. Gwaltney maintenait qu'il était innocent. Il accepta que l'interrogatoire soit enregistré. Il déclara que le 11 janvier, il effectuait sa patrouille sur l'autoroute comme d'habitude. Après son repas, il avait aperçu le jeune Preston Olsen qui rentrait chez lui à pied. Il l'avait fait monter à bord de sa voiture et l'avait déposé chez lui vers 20h50. À 21h15, il avait trouvé la voiture abandonnée, avait effectué les vérifications d'usage pour savoir si elle était volée, puis il avait emprunté la voie d'accès. Il avait alors aperçu une forme dans l'obscurité et s'était arrêté. C'était le corps de la victime, Robin Bishop. Ses réactions ne correspondaient pas à celles de quelqu'un qu'on vient d'accuser de crime. À sa place, j'aurais exigé qu'on prouve ma culpabilité. J'aurais été très en colère. L'agent Gwaltney demanda à maintes reprises à subir un test polygraphique. On le lui fit finalement passer. Il dut répondre à plusieurs questions dont la plus importante, avait-il tué Robin Bishop? L'analyste ne parvint pas à démontrer que l'agent avait menti. Dans cette course à obstacles, Gwaltney venait encore de gagner de l'avance. Nous avons conduit George de Barstow à San Bernardino pour l'interroger une nouvelle fois. C'est à ce moment-là qu'il a consenti à ce que nous fouillions sa résidence. Les agents cherchaient des traces du cambriolage dont avait parlé Gwaltney, mais il n'y avait aucune trace d'entrée par effraction. Les détectives du service des homicides commencèrent alors leur travail. À l'aube, ils découvrirent la carcasse d'un revolver Smith & Wesson, modèle 19 de calibre 357, à l'intérieur de la camionnette de Gwaltney. La carcasse était endommagée. Il y avait des marques d'outils. L'arme semblait avoir été démontée par quelqu'un qui s'y connaissait peu en la matière. Le canon qui devait servir au test de balistique avait disparu.
On ne pouvait donc pas effectuer d'analyse. L'arme était enregistrée au nom de George Michael Gwaltney. Il n'y avait qu'une explication au fait que cette arme avait été démontée. Gwaltney fut mis en état d'arrestation. Mais les preuves étaient indirectes. On devait maintenant trouver les outils utilisés pour démonter l'arme. Les détectives fouillèrent à nouveau la résidence de Gwaltney. Ils recueillirent des pinces et un étau derrière le garage sur lesquels il y avait des marques encore fraîches de métal. On les avait donc utilisées récemment. Dans le placard de la chambre à coucher, les détectives trouvèrent 5 boîtes de munitions portant le logo de la police. Parmi ces munitions se trouvaient 27 balles de calibre 357 de marque Remington, soit la marque du projectile qui avait tué Robin Bishop. L'épouse de Gwaltney était en état de choc. Elle ne croyait rien à tout ça. Lors de son interrogatoire, elle déclara que son mari avait le même comportement qu'à l'habitude. C'était un bon père et un bon mari. La nouvelle de l'arrestation de l'agent secoua la population de Barstow. Ses collègues le connaissaient et le respectaient depuis des dizaines d'années. Malgré les preuves contre Gwaltney, ils ne pouvaient croire à sa culpabilité. Même les enquêteurs avaient du mal à se résoudre à cette possibilité. Mon intuition me disait qu'il ne l'avait pas fait, que c'était impossible puisqu'il était patrouilleur. Mais les preuves continuaient à s'accumuler. On retrouva des traces de sperme sur la banquette arrière de la voiture de police de Gwaltney et sur les jeans de Robin. L'agent Roger Kaufman déposa un rapport d'une importance cruciale. Il était parti quelques jours à l'extérieur de la ville et venait d'apprendre la nouvelle de l'arrestation de Gwaltney. Il était passé en voiture à l'endroit exact de la scène du crime au moment du meurtre. De l'autoroute, il avait aperçu les phares d'une voiture sur la petite route secondaire. Il avait dirigé son projecteur sur l'auto et avait alors aperçu un agent de police debout contre le véhicule. Malheureusement, il conduisait trop vite pour l'identifier. Quelques minutes plus tard, il avait entendu Gwaltney à la radio signaler un suicide. Il avait été surpris d'entendre la voix agitée de Gwaltney, parce que ce dernier était reconnu pour son sang-froid. Il n'y avait plus repensé jusqu'à ce qu'il apprenne la nouvelle de son arrestation. À mesure que l'enquête progressait, il devenait apparent que Gwaltney avait tiré avantage de son expérience pour empêcher les détectives d'accumuler des preuves contre lui. Son uniforme avait été nettoyé et son holster avait été reteint sous prétexte qu'une inspection devait bientôt avoir lieu. Toute trace de tissu humain ou de sang sur l'arme avait été effacée. De plus, ses empreintes de pas avaient contaminé la scène. Les détectives interrogèrent les propriétaires des armureries du secteur afin de vérifier si Gwaltney avait tenté de remplacer le canon de son revolver de service. Personne ne se souvenait l'avoir vu dans son magasin. Après plusieurs mois d'enquête interne, Gwaltney fut démis de ses fonctions de patrouilleur. Les détectives étaient maintenant convaincus qu'il avait commis ce crime crapuleux, même s'ils étaient encore incapables de prouver que l'agent mentait. De plus, ce dernier avait l'appui de son épouse et de ses amis. 9 mois plus tard, le procès débuta. Même si les preuves contre Gwaltney étaient indirectes, le procureur Betty Kennedy espérait qu'il serait inculpé rapidement. Lors de sa déclaration d'ouverture, l'avocat de la défense George Porter déclara au jury que George Michael Gwaltney était victime d'un complot, possiblement de quelqu'un qui travaillait dans le même service de police que lui. Quelqu'un avait bien arrêté Robin Bishop tel qu'il allait le démontrer, mais il ne s'agissait pas de George Gwaltney. La défense présenta un ouvrier de la voie ferrée comme témoin. Dennis Goobler avait aperçu la voiture de Robin Bishop sur l'autoroute au cours de la soirée. Il y avait une voiture de couleur claire garée environ 20 mètres derrière elle. Goobler décrivit au jury un homme muni d'une torche électrique s'approchant de la voiture de Bishop. Sa description ne correspondait pas à celle de Gwaltney. L'avocat de la défense demanda à ce que les enquêteurs cherchent de nouveaux suspects. De son côté, le procureur avait procédé à une reconstitution des événements du 11 janvier, du dernier appel de Robin à sa mère à Barstow jusqu'à l'appel radio de Gwaltney lors de sa découverte du corps. Tous les gestes connus de Gwaltney avaient trouvé leur place dans cette reconstitution qui ménageait par ailleurs aux policiers le temps requis pour commettre le meurtre. La poursuite était convaincue d'avoir une cause solide. On avait tout calculé, les trajets dont la promenade avec le jeune Olson, l'agent qui avait aperçu Gwaltney, ainsi que les communications radio. Mais l'avocat de la défense riposta en faisant comparaître des dizaines de témoins, des collègues et des amis de l'accusé. Tous parlèrent du passé irréprochable de Gwaltney. L'avocat se servit même de la reconstitution des événements déposés par la poursuite pour mettre en doute certains de ces événements. Comment son client avait-il pu commettre tout ce dont il était accusé en aussi peu de temps? La défense n'eut aucun mal à contester la validité des analyses scientifiques des échantillons de sperme recueillis dans la voiture et sur la victime. Les analyses en matière d'ADN ne seraient acceptées en cours que 6 ans plus tard. De plus, Porter parvint à semer le doute sur l'analyse des marques d'outils, sur la carcasse de l'arme et sur les outils réquisitionnés dans le véhicule et la résidence de Gwaltney. Néanmoins, la poursuite espérait que le projectile et l'arme démontée suffiraient à convaincre le jury. L'indice le plus important que nous avions en main était la carcasse de l'arme. Comment pouvait-on expliquer qu'elle se trouvait dans son véhicule? Pourquoi cette arme avait-elle été démontée?
Et pourquoi le canon manquait-il? Et la crosse, le marteau et la détente? Gwaltney avait tout prévu. Il était impeccable. Il fournissait à la défense son meilleur témoin, lui-même. Il avait réponse à toutes les questions. Et ses réponses étaient cohérentes. La tactique de la défense consistait à semer le doute sur toutes les preuves présentées contre lui. Et c'est ce que l'avocat a fait. George a fait un excellent travail lorsqu'il a témoigné. En dépit des 50 témoins provenant de 30 champs d'expertise qui avaient comparu, les preuves accumulées contre Gwaltney ne convainquirent pas le jury. Après 4 jours de délibération, le procès fut ajourné pour défaut d'unanimité. 8 des 12 jurés étaient en faveur de l'acquittement. George Gwaltney était un homme libre. Rien n'est jamais sûr. On ne sait jamais de quel côté le jury va pencher et quelles preuves le juge va accepter ou refuser. Je ne suivais pas le procès de près et j'ai donc été très surpris d'apprendre que George avait été acquitté. Le procureur était cependant toujours convaincu de la culpabilité de Gwaltney et refusait d'abandonner. Moins d'1 an après l'ajournement du procès, Gwaltney fut sommé à comparaître en cour supérieure. Mais il y avait peu de nouveaux éléments de preuve. Le procès se termina par un autre ajournement. Cette fois-ci, 7 jurés étaient en faveur de l'acquittement. George Gwaltney échappait à nouveau à la justice. Nous étions convaincus que George avait tué cette femme et que nous devions le faire condamner pour ce qu'il avait fait. Le juge rejeta la requête du procureur de tenir un autre procès, déclarant qu'il s'agissait de harcèlement. Depuis l'arrestation de Gwaltney, le FBI suivait l'affaire avec intérêt. Lorsqu'un homicide implique un agent de police, le FBI a le mandat de suivre l'enquête. Après le second acquittement de Gwaltney, le public fit maintes pressions afin que le meurtrier de Robin Bishop soit retrouvé. Les agents du bureau du FBI de Los Angeles décidèrent qu'il était temps pour eux d'intervenir. George Gwaltney ne pourrait plus jamais comparaître devant la Cour de Californie pour le meurtre de Robin Bishop. Mais en Cour fédérale, on pouvait peut-être le faire accuser d'avoir violé les droits civiques de la jeune femme. En tuant Robin Bishop pendant qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, George Gwaltney avait contrevenu à la loi fédérale. Il avait violé ses droits civiques. On n'avait jamais présenté ainsi un homicide en cour auparavant, mais le FBI et le procureur fédéral étaient convaincus que cette affaire était une occasion idéale de le faire. L'enquête fut assignée à l'agent spécial Michael Randolph. Gwaltney était comme le loup dans la bergerie. Les enquêteurs ignoraient que l'auteur du crime était parmi eux. Ils s'arrangeaient toujours pour garder une longueur d'avance sur eux en éliminant les indices. C'est pourquoi les enquêteurs n'avaient pas réussi à le faire inculper. Ils ignoraient à qui ils avaient affaire. L'agent Randolph examina soigneusement les photographies de la scène du crime. L'une d'elles retint son attention. C'était la photo du contenu du coffre arrière de la voiture de police de Gwaltney le soir du meurtre. Il y remarqua une petite boîte de munitions. Il envoya les photos au laboratoire pour les faire agrandir et examiner. Le laboratoire du FBI nous a informé, après l'analyse des photos, qu'il s'agissait d'une boîte de munitions Magnum de calibre 357. Ces munitions sont illégales et Gwaltney avait déclaré qu'il n'en avait pas en sa possession le soir du meurtre. Je crois également que c'était la même boîte de munitions recueillie par la suite chez lui. L'agent Randolph venait de prouver que George Gwaltney avait menti. Nous savions donc qu'il avait menti au cours des 2 procès. Nous voulions maintenant vérifier s'il avait menti à propos d'autre chose. En travaillant étroitement avec le bureau du shérif de San Bernardino et la patrouille de l'État de Californie, l'agent Randolph examina à nouveau toutes les preuves présentées au cours des 2 procès. Plutôt que de traiter cette affaire comme une enquête criminelle normale, nous avons pris une approche plus large. Un peu comme si on effectuait les vérifications du vol 800 de la TWA, c'est-à-dire examiner chacun des rivets, chacune des vis. La montagne de rapports, de transcriptions, de photos et les indices physiques furent examinés un à un par les experts du laboratoire du FBI et les agents des bureaux locaux. Nous avons renvoyé au laboratoire les éléments clés comme la carcasse de l'arme. Cette dernière avait été recueillie par la police et ils avaient effectué une analyse des marques d'outils. Ils n'étaient pas parvenus à déterminer qui l'avait démontée. La carcasse fut envoyée aux experts du laboratoire du FBI à Washington. Ce laboratoire est unique au monde. On y trouve une collection de 2000 armes à feu, du pistolet de John Dillinger jusqu'aux fusils d'assaut militaires les plus récents. On y trouve également des échantillons de tous les projectiles existants depuis les 50 dernières années. Comme les armes, ces balles servent aux analyses et aux comparaisons.
Les experts se servent de la pièce insonorisée du service de balistique pour tirer et recueillir les projectiles. Ils ont également recours à des stéréoscopes pour examiner les canons des armes à feu. Mais l'atout principal de ce laboratoire, ce sont sans contredit les spécialistes d'expérience qui ont l'habitude de cas aussi complexes que celui du meurtre de Bishop. Jim Cadigan, du service des armes à feu et des marques d'outils du FBI, fut appelé à mener une analyse sur la carcasse de l'arme et sur les 15 outils recueillis chez Gwaltney. Les outils d'acier laissent presque toujours des marques distinctes microscopiques lorsqu'on les utilise. Ces marques sont aussi uniques qu'une empreinte digitale. Le laboratoire qui analyse les marques d'outils du FBI est l'un des plus importants et des plus sophistiqués au monde. Dès le début, il était évident que la personne qui avait démonté cette arme à feu connaissait la criminalistique. Elle avait pris soin de retirer toutes les pièces de l'arme qui pouvaient être examinées par un expert. L'agent Cadigan commença son analyse. Son but, relier les marques d'outils sur l'arme à feu aux 15 outils recueillis chez Gwaltney. La question de base était de savoir si l'un de ces outils avait pu servir à tenir la carcasse pendant que le canon était retiré. En l'examinant, j'ai noté près de l'endroit où une tige retient le barillet, une petite marque d'environ 1,5 mm. Comme si c'était la marque de la pointe d'un petit tournevis qu'il y avait là. La marque avait la même légère imperfection qu'un des outils de Gwaltney. En examinant les outils de Gwaltney, j'ai remarqué sur une clé anglaise qu'une dent était brisée par le milieu et qu'il y restait du métal. Cela ressemblait à la marque laissée sur l'arme. En me basant sur cet indice, je me suis mis à faire des marques avec cette clé anglaise. À l'examen au microscope, j'ai pu en venir à la conclusion que c'était cette clé qui avait servi à créer les marques trouvées sur l'arme. En plus des analyses de marques d'outils, le laboratoire du FBI effectua d'autres examens sur les balles recueillies chez Gwaltney. L'absence du canon de l'arme de Gwaltney rendait les analyses balistiques impossibles, et c'est ce qui avait fait le plus mal au procureur lors des 2 procès. Le FBI décida alors de créer un nouveau type d'analyse. C'était la première fois qu'on faisait appel à la technologie nucléaire en criminalistique. Lorsqu'un manufacturier de plomb comme la Remington Arms fabrique un lot de plomb, il mêle les différents éléments ensemble, un peu comme on fait quand on prépare un pâté. Chaque lot est donc unique. Nous avions recueilli environ 200 projectiles chez George Michael Gwaltney lors de l'enquête. Nous les avons soumis au laboratoire. On les a alors rendus radioactifs de façon à obtenir leur poids moléculaire, leur empreinte digitale chimique. Nous avons découvert que le plomb de 27 projectiles était identique à celui du projectile qui avait tué la victime. Les échantillons dans le réacteur absorbent les neutrons et deviennent radioactifs. Cette radioactivité est ensuite mesurée et fournit une lecture précise des éléments chimiques du plomb. C'est en quelque sorte son empreinte digitale atomique. Les analyses radioactives étaient incontestables. Les 27 projectiles recueillis dans le placard de Gwaltney, projectiles qu'il avait juré de ne pas avoir en sa possession, provenaient du même lot que celui qui avait tué Robin Bishop. Les analystes du laboratoire du FBI avaient enfin établi un lien entre la carcasse de l'arme à feu de Gwaltney et sa clé anglaise, ainsi qu'entre le projectile mortel et ceux qui avaient été recueillis chez lui. L'agent Randolph fit ensuite dresser les profils psychologiques de George Gwaltney et de Robin Bishop. Il fallait à tout prix que le jury comprenne qu'elle avait été une victime. Robin Bishop avait été violée par un individu qu'elle devait respecter et à qui elle pouvait faire confiance, un agent de la loi. Cela nous permettait d'illustrer pourquoi il n'y avait eu aucune trace de lutte ou de violence sur la scène du crime autre que le meurtre lui-même. Elle s'est pliée aux exigences. Elle respectait l'autorité d'un agent de police. Elle était le genre de personne qui accepte de se ranger, de montrer ses papiers, de sortir de son auto et de se laisser menotter, même si tout ce qu'elle avait fait, c'était d'avoir eu une contravention pour excès de vitesse. C'était facile d'en faire une victime. Les experts du FBI examinèrent ensuite le passé de Gwaltney pour comprendre son comportement envers les femmes. Ils interrogèrent une de ses anciennes maîtresses. Elle le rencontrait chaque fois au même lieu isolé pour avoir une relation sexuelle. Ce lieu était situé sur la voie d'accès même où Gwaltney avait conduit Robin Bishop. On contacta toutes les femmes à qui Gwaltney avait donné des contraventions depuis les 2 dernières années. Un profil commença à émerger. Plus d'une dizaine de femmes déclarèrent que Gwaltney leur avait fait des avances sexuelles ou les avait touchées de façon suggestive. Cela indiquait que l'agression sexuelle n'était pas un cas isolé chez Gwaltney. C'était sa façon habituelle de se comporter. Nous en avons conclu que lorsqu'il portait son uniforme, il devenait une sorte de prédateur. Les témoignages des 2 procès furent également soigneusement examinés. On espérait trouver des contradictions. Dans certains cas, l'autorité du FBI facilita les choses. L'entêtement des agents du FBI fut bénéfique dans l'affaire Gwaltney. Les détectives de la police de San Bernardino avaient interrogé les propriétaires des armureries de Barstow pour démontrer que le policier avait tenté d'acheter un canon de remplacement pour son revolver le lendemain du crime. Ils avaient tous déclaré ne pas l'avoir vu. L'un d'entre eux s'appelait William Addington. Son commerce s'appelait le Powder Horn. Au cours
des deux procès, il avait affirmé que George Gwaltney n'était pas venu dans son magasin le lendemain du meurtre. Mais ses relevés téléphoniques prouvaient qu'il mentait. Nous avons trouvé des documents qui indiquaient que le lendemain de l'homicide, après la réunion à laquelle Gwaltney avait participé, M. Addington avait téléphoné à sa succursale de Sacramento pour commander un canon pour une arme du même modèle que celle de Gwaltney. Lorsque les agents du FBI montrèrent ces informations à Addington, ce dernier reconnut que Gwaltney était bienvenu à son commerce pour acheter un canon le lendemain du meurtre de Robin Bishop. En reconstituant les événements, le FBI découvrit également que Gwaltney avait créé un faux alibi pour camoufler sa visite chez l'armurier et le cordonnier où il avait fait reteindre son holster. Il avait déclaré être de service ce jour-là. Les déclarations de Gwaltney tombaient en pièces. Mais la partie la plus importante de la reconstitution était l'épisode au cours duquel le jeune Preston Olson avait été reconduit chez lui. Le problème, c'est qu'aucun détective n'avait pensé en parler sérieusement avec Preston Olson. Il avait témoigné lors des deux procès et il avait corroboré les déclarations de Gwaltney. Mais en examinant minute par minute les événements avec Preston et sa mère, ils réalisèrent que l'agent Gwaltney avait en fait déposé le garçon 30 minutes plus tôt qu'il l'avait déclaré lors de son premier témoignage. Cette nouvelle information ainsi que la reconstitution qui en résulta furent très importantes dans l'enquête. Il ne pouvait plus changer les faits. Il avait fait les mêmes déclarations lors des deux procès. La reconstitution des événements était donc très importante. Cela nous donnait une période de 30 minutes pour laquelle nous n'avions jamais obtenu de compte-rendu. L'agent Gwaltney avait donc disposé de 20 à 40 minutes pour arrêter Bishop, la menotter, la forcer à avoir une relation sexuelle, puis la tuer. On fit appel à Edward Blake pour qu'il réexamine le sperme présenté comme élément de preuve lors des deux procès. Il était problématique de présenter ce genre de preuve avant le développement de l'analyse génétique. Malgré tout, les agents du FBI espéraient trouver une façon de présenter cette preuve. Gwaltney avait subi une vasectomie, puis il avait subi une seconde intervention pour revenir à son état antérieur. Y avait-il un moyen de se servir de cette information pour prouver que le sperme recueilli sur la scène du crime était le sien? Le procureur demanda au sérologue Edward Blake s'il y avait une quelconque avancée scientifique qui pouvait aider l'enquête. Il m'a dit « La science progresse rapidement, n'est-ce pas, Dr. Blake? Peut-être y a-t-il un aspect que vous pourriez regarder et qui serait en rapport avec notre cause. » Je lui ai répondu que je connaissais des spécialistes en fertilité. L'un des éléments importants était que Gwaltney avait subi une vasectomie, puis qu'il l'avait fait annuler par la suite. Blake apprit par la suite de ses collègues de l'Université de Californie que cette seconde intervention provoque parfois la production d'anticorps anti-sperme. Le corps réagit au sperme qui entre dans le système sanguin comme s'il s'agissait de germes. Comme ce phénomène est assez rare, il pourrait peut-être servir à l'identification du fluide séminal. On envoya donc des échantillons du sperme de Gwaltney au laboratoire de l'Université de Californie. Non seulement nous avons découvert que les fluides contenaient des anticorps, mais de plus, qu'il y en avait une forte concentration. Cela nous donnait l'information qui nous permettait d'approfondir encore plus nos analyses. Blake apprit alors l'existence d'une nouvelle analyse en matière de fertilité. Cette analyse permettait de mesurer la présence d'anticorps dans les échantillons recueillis sur la scène du crime. Nous avons préparé des échantillons à partir du sperme trouvé sur le jean que portait Robin Bishop et celui qui avait été recueilli sur la banquette arrière de la voiture de police. Ces échantillons ont été analysés et on a retrouvé les mêmes anticorps dans les deux cas. Au cours de l'enquête de 6 mois du FBI, tous les indices qui avaient été réexaminés et tous les nouveaux témoignages permirent aux agents impliqués dans l'affaire d'atteindre la certitude de la culpabilité de Gwaltney. Nous savions que nous détenions le coupable et que nous allions enfin gagner. Gwaltney comparaîtrait à nouveau en cour. George Michael Gwaltney fut accusé d'avoir violé les droits civiques de Robin Bishop et il fut mis en état d'arrestation. Il était le premier agent de police de la Californie à être accusé en vertu de la loi fédérale des droits civiques. À nouveau, il plaida non coupable. Mais pour la première fois depuis la mort de Robin Bishop, les parents de la jeune fille avaient l'espoir que le procès n'aurait pas la même conclusion. Cette fois-ci, George Gwaltney était en cour fédérale et il devait affronter le FBI. Ce procès serait à coup sûr différent des deux premiers. Le procès commença le 17 janvier 1984 à la cour du district de Los Angeles. George Gwaltney était représenté par l'avocat Carol Douglas, qui avait décidé de ne pas faire témoigner son client, car le policier était dans une mauvaise situation. Gwaltney savait que nous avions détruit ses alibis, ses déclarations, et qu'il devait trouver quelque chose. Il avait lui-même bloqué toutes ses issues. Et nous avions bien l'intention de nous servir de cette situation pour l'envoyer en prison. Au fur et à mesure que le procès avançait, le FBI détruisait tous les arguments utilisés par Gwaltney.
Le procureur déclara au jury que Gwaltney avait repéré sa proie lorsqu'il l'avait vue la première fois au restaurant. Grâce aux témoignages des autres femmes qu'il avait agressées, l'image irréprochable de cet agent tomba en pièces. Après avoir reconduit Preston Olson chez lui, il avait ordonné à Bishop de se ranger le long de la route et de monter à bord de sa voiture de police. Le nouveau témoignage démontrait qu'il en avait eu pleinement le temps. Puis, comme il l'avait fait à maintes reprises, il la conduisit dans un endroit isolé et la força à avoir une relation sexuelle avec lui. Le sperme trouvé sur la banquette arrière et dans les jeans de la victime corroborait ce fait. Pendant qu'elle était assise et tentait de remettre ses bottes, le projecteur aveuglant de l'agent Kaufman éclaira Gwaltney, prouvant que ce dernier se trouvait bien sur la voie d'accès avec Robin Bishop. Comme il ignorait qui l'avait éclairé et s'il avait été reconnu, il fut pris de panique et tua Robin Bishop. Puis, encore secoué, il appela le poste de police pour signaler un suicide. L'autopsie et les photos de la scène du crime prouvaient qu'il ne lui avait pas déplacé la tête en prenant son pouls. Le déplacement était trop grand. Il cherchait désespérément la balle qui l'avait tué. Il allait ensuite tenter de cacher son crime par toute une série d'actions. Le même soir, Gwaltney enleva le canon de l'arme du crime et laissa du même coup des marques microscopiques qui correspondaient à l'un de ses outils. Mais l'analyse du sperme fut sans doute la preuve la plus convaincante présentée en cours. On pouvait y voir des petites billes s'agglutiner au sperme provenant des jeans de la victime et de la banquette arrière. Ce qu'on pouvait voir sur cet enregistrement, c'était l'analyse finale des échantillons qui contenaient les anticorps. On pouvait clairement y voir des spermatozoïdes nager et les billes s'y agglutiner, ce qui indiquait que des anticorps étaient présents dans les deux échantillons. Le juge ne permit à Edward Blake que de donner les résultats de ses analyses en pourcentage. Blake déclara que le groupe sanguin de Gwaltney était celui de 12% de la population. De ces 12%, on ne retrouve des anticorps que chez 5% des sujets. Moins de 1% de la population masculine pouvait avoir eu une relation sexuelle avec Robin Bishop au cours de cette soirée. Même si la défense riposta en déclarant que les preuves étaient indirectes, les analyses scientifiques étaient trop convaincantes. Le jury en arriva rapidement à un verdict. Lorsque les jurés sont revenus, aucun d'entre eux ne regardait Gwaltney. Il était évident qu'ils l'avaient trouvé coupable. En ce qui me concerne, j'étais content de savoir que George allait enfin payer pour son crime et que nous savions pourquoi Robin Bishop était morte. C'est une enquête que je n'oublierai jamais. Gwaltney eut droit à la sentence la plus sévère possible. 90 ans d'emprisonnement dans une prison fédérale et un minimum de 30 ans avant d'être éligible à la liberté conditionnelle. 12 ans plus tard, Gwaltney mourut en prison des suites d'une crise cardiaque. Jusqu'à la fin, il a déclaré qu'il était innocent et qu'il avait été victime d'un complot.